pour cette deuxième partie du colloque, on avait voulu un petit peu interroger de manière plus frontale les relations entre temps de la recherche et temps de travail et l'organisation du travail. Donc, en première session, nous aurons deux interventions. Nous commencerons avec celle de Philippe Brunet, qui nous présentera une réflexion autour de notamment la rationalisation du temps de travail et surtout les conséquences de cette rationalisation quand elle est à l'œuvre dans la science, dans le temps de la recherche. Et dans un deuxième temps, nous aurons une intervention de Marc Guyon qui nous amènera vers une réflexion autour de la réhabilitation justement du temps de la recherche et du temps de la science. Donc je laisse la parole à Philippe Brunet. Merci. Voilà. Alors, ça va là, vous... C'est bon donc j'ai intitulé ma communication, alors vous ne la voyez pas sur PowerPoint parce que je n'ai pas fait de PowerPoint. Bon, voilà. Simplement pour cette raison-là, parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà. Ouais. Donc je l'ai intitulé « De quoi le temps est-il comptable dans la science ?» C'est-à-dire l'exercice que je me suis imposé, c'était d'explorer véritablement cette notion de temps quoi, hein, dans le travail. Et évidemment, on déborde toujours sur l'idée après du travail hein, lui-même, et on verra pourquoi. Alors, en guise d'introduction, je vous propose de faire un détour. Fin 1968, un ouvrage est édité qui paraît sous le titre « Conception de l'université ». Et c'est Paul Ricoeur qui en écrit la préface. Donc, il y mettait en avant les raisons de défendre l'idée d'université, qui était incarnée pour lui depuis von Humboldt, et qui avait été reprise par Karl Jasper comme principe fondateur de toute université. Donc Ricoeur s'appuyait sur le postulat que Jasper énonçait ainsi, et je le cite, « C'est un droit de l'humanité en tant qu'humanité que la recherche de la vérité se poursuive quelque part sans contrainte. » Alors vous me demanderez, mais quel lien avec le temps ? Alors, l'expérience du travail conduit à faire le constat que le temps dans lequel nous vivons est un temps mesuré qui impose ses contraintes. Et ceci, par maints indices, semble vrai aussi pour la science. Je voudrais donc notamment montrer que ce temps vient fragiliser le postulat de Jasper, à savoir que la recherche de la vérité puisse se poursuivre quelque part sans contrainte. Alors, pour cela, donc, je me propose tout d'abord d'en éclairer la consistance à partir de trois caractéristiques. Donc, la mise en équivalence généralisée des activités productives par le temps, la séparation des activités de conception et d'exécution et le remplacement du travail vivant par le travail mort. Donc, dans un deuxième temps, ensuite, j'essaierai d'examiner en quoi ces trois caractéristiques agissent dans la science. Est-ce qu'elles agissent? Est-ce qu'elles n'agissent pas? De quelle manière? Et enfin, j'essaierai de conclure pour montrer qu'en fait, il existe un certain nombre de tensions que l'on peut observer. Et je n'ai pas allé bien loin au sens où les communications de ce matin l'ont amplement montré, donc qui naissent, à mon avis, des tentatives toujours répétée de mise en œuvre du postulat de Jasper et les contraintes sur lesquelles elle se brise, plus ou moins évidemment, et donc qui révèlent en quelque sorte les résistances à ce que j'appellerais, moi, l'expansion du travail dans la science. Alors, donc la mesure de la production sociale par un temps constant au début du capitalisme industriel a été très largement documentée et également théorisée par des travaux d'historiens. J'en veux pour preuve, par exemple, Edward Thompson, mais également plus proche de nous, par exemple, l'Américain Moïse Poston. Et jusqu'à aujourd'hui, cette problématique n'a cessé d'être présente. Donc, par des travaux d'historiens, par des travaux de sociologues du travail. Je pense en particulier à Pierre Naville, dont je dirai un mot un peu plus tard,
mais aussi d'économistes, de gestionnaires, et puis aussi, bien sûr, les acteurs de cette mesure, hein, c'est-à-dire les entrepreneurs industriels, les managers, on l'a vu avec Scarlett, hein, et aussi les salariés et leurs représentants syndicaux. Donc on peut affirmer que la mesure du temps de travail est un élément structurant de notre société. Et on va essayer donc de reprendre très rapidement, depuis son origine, ce fil rouge du temps qui accompagne le développement du capitalisme industriel. Donc jusqu'au Moyen-Âge, les différents types de temps auxquels les hommes ont affaire sont concrets, au sens où ils dépendent d'événements qui dominent leur activité. Poston souligne que, donc je le cite, les événements n'apparaissent pas dans le temps, mais structurent et déterminent le temps. Donc ces événements, en fait, sont répétitifs, comme les cycles lunaires, les saisons, les rites religieux, les activités agricoles. Voilà. Et c'est alors sur une assez longue période, hein, entre le XIVe et le XVIIe siècle, qu'en Europe occidentale s'affirme une nouvelle conception du temps. Elle est abstraite. À l'inverse du temps concret qui précédait, le temps abstrait, lui, il est autonome, indépendant des événements, uniforme et constant. Donc les événements ne structurent plus le temps, ils s'insèrent dans le temps. Mais pour quelle raison, donc, ce temps abstrait apparaît-il ? Il est lié, en fait, à une nouvelle manière d'organiser le temps social. Donc, au sortir du Moyen-Âge, deux lieux accordent une importance à la mesure du temps, les monastères d'un côté et certains centres urbains de l'autre. Donc les monastères, avec leurs projets agricoles, leurs projets miniers, manufacturiers, entendent en fait structurer une discipline liée au temps relatif à une organisation du travail, mais qui est ponctuée par les prières, les repas, le sommeil. Bon. Donc cette mesure du temps concerne encore un temps variable. Là où se joue la nécessité de mesurer un temps constant sont les premiers centres urbains de l'Europe du Nord autour de l'industrie drapière et textile. Donc la discipline, on a en image les beffrois de l'Europe du Nord. Donc la discipline temporelle monacale ne nécessite pas un rythme de vie comptabilisé en unités de temps constantes. Au contraire du développement de l'industrie drapière et textile. La raison en est que les rapports sociaux de production sont nouveaux. Alors que dans la plupart des autres industries de l'époque, les artisans sont encore maîtres de ce qu'ils produisent jusqu'à la vente de leurs produits, dans l'industrie textile s'opère une séparation entre, d'un côté, les marchands drapiers qui fournissent la matière première, donc la laine aux travailleurs, puis collectent le drap fini pour le vendre. Et donc, d'un autre côté, on a les travailleurs, pour la plupart salariés, qui ne possèdent que, précisément, leur capacité de travail. Donc la mesure de l'unité de temps de travail apparaît alors comme un enjeu entre les marchands et leurs ouvriers salariés, enjeu évidemment de conflit, mais enjeu également d'accord, c'est-à-dire que les ouvriers poussent aussi à ce qu'il y ait une mesure, on pourrait dire d'une certaine façon, objective, qui vienne un petit peu contrôler le rapport finalement lié à la vente de leur capacité de travail. Donc en quelque sorte, ce temps uniforme devient un juge de paix en tant qu'il permet de réguler le nouveau rapport social de production fondé sur un travail salarié produisant un grand nombre de produits. Et le développement des horloges de travail publiques et leur précision, aussi le développement de leur précision, sont concomitants du développement de ce rapport social. Et dans ce nouveau rapport, la productivité, c'est-à-dire le rapport entre un temps d'activité et une unité de produit,
fabriqués commencent aussi à être posés. Donc jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout au long de l'histoire industrielle, le temps abstrait n'a cessé de constituer la mesure de la dépense de temps de travail des salariés et de leur productivité. Et les luttes, évidemment, des salariés n'ont cessé de ponctuer cette histoire pour réduire, évidemment, la part de ce temps compté, mais aussi son intensité. Alors, maintenant, examinons de plus près l'évolution, justement, du rapport de ce temps abstrait à la dépense de travail. Donc, sur le temps long, en fait, du capitalisme industriel, on observe trois tendances qui sont très articulées. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est la mise en équivalence généralisée des activités productives par le temps abstrait. Cette tendance, elle s'observe au moins à deux niveaux. D'une part, par l'extension historique du salariat. Aujourd'hui, 90% des actifs sont des salariés. Et d'autre part, par une généralisation du comptage de l'activité productive par le temps abstrait à toutes les catégories de salariés. Par exemple, en France, cela a été rappelé, et on l'a vu d'ailleurs dans l'enquête, enfin, peut-être que Hélène n'en a pas trop parlé, mais en fait, chaque salarié, évidemment, doit travailler 1607 heures par an, par exemple. Bon, voilà, et on sait qu'on a eu des réponses de ce type-là. Bon. La seconde caractéristique, elle est bien connue, elle organise dans la production la séparation entre les activités de conception et celles d'exécution. On connaît ce qu'il en a été du taylorisme, mais aussi de ses avatars contemporains, car si on décompose aujourd'hui par le temps de travail de façon très différente que ne le faisait Taylor, la mesure des temps et des mouvements autour d'un poste de travail, il n'en reste pas moins vrai que cette décomposition demeure. Par exemple, et Guillaume et Lucie l'ont très bien montré, le mode de travail en projet se conçoit en fonction du temps abstrait et par la recherche d'une productivité collective, et donc il exerce une contrainte forte, très forte sur les exécutants. Enfin, la troisième caractéristique est celle du remplacement du travail vivant par le travail mort, c'est-à-dire par les machines. Donc là, on a affaire au mouvement sans cesse approfondi, qui apparemment n'a pas de fin, qui est celui de l'automation. Alors, Pierre Naville, un sociologue du travail, le rappelait il y a plus de 40 ans, toute nouvelle introduction de l'automation dans la production n'obéit pas à rendre le travail moins pénible, mais à mieux l'utiliser en vue d'accroître les rendements, donc la productivité du travail pour produire davantage de plus-value. L'un des effets de l'automation est la contrainte forte qu'exercent les rythmes machiniques d'un côté, les rythmes des machines imposés par les machines, à l'encontre des rythmes humains. C'est-à-dire que Naville montrait très bien qu'il y avait une plus grande élasticité, on pourrait dire, des rythmes machiniques que des rythmes humains. C'est-à-dire que les rythmes humains doivent, en quelque sorte, se conformer au rythme des machines. Et dès les années 70, il percevait le fait que le développement, donc vous voyez, il y a plus de 40 ans, le développement de l'informatique dans l'automation ne pouvait que renforcer cette contrainte par une centralisation. Alors, un double effet, en fait, une centralisation du commandement et du contrôle de l'organisation du travail, tout en les rendant ubiquitaires. Voilà, c'est-à-dire centralisation d'un côté, mais en extension, on pourrait dire, de l'autre. Bon, donc la résultante de ce processus, c'est que, comme le souligne Poston, avec le temps abstrait, on a affaire à un temps objectif, inscrit dans des formes d'objectivation plus larges de la vie sociale, qui agissent de manière coercitive sur tous les membres de la société, même si les dominants, les membres dominants de la société, évidemment, en tirent seuls les bénéfices. D'où le fait qu'une tyrannie du temps
s'exerce sur tous dans la société capitaliste, dominé comme dominant. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par cette idée de tyrannie du temps? C'est que la dépense de temps de travail s'est transformée en une norme temporelle de conséquence de l'activité, c'est-à-dire le temps est mesuré par le travail, elle est devenue une mesure normative pour l'activité, c'est-à-dire le temps mesure le travail. Et elle est tout à la fois, et c'est ça qui est intéressant dans le rapport individu-collectif, dont on a parlé aussi, c'est qu'elle est tout à la fois variable dépendante de la société, au sens où elle est l'expression des rapports sociaux de production capitalistes, et qu'elle est en même temps variable indépendante relativement à l'activité individuelle, au sens où, précisément, elle contraint la volonté de chaque individu. C'est pourquoi Poston va jusqu'à parler d'aliénation temporelle qui concerne tout individu de la société capitaliste. Alors, qu'en est-il de ce phénomène dans la science? Comment le temps abstrait, à travers les trois caractéristiques, par exemple, que j'ai repérées, agit-il dans la science? Donc, si l'on reprend le fil rouge du temps, on sait que jusqu'au moment où la science devient moderne, c'est-à-dire jusqu'au moment où on assiste au développement du capitalisme industriel, elle n'a que peu à voir avec la production sociale. Les activités scientifiques dans les sociétés précapitalistes sont assurées par des membres des groupes dominants, très distants évidemment de la masse de ceux qui, d'abord esclaves et puis serfs, ont pour tâche de produire. Et tout change avec le développement du capitalisme industriel, même s'il y a fallu beaucoup plus de temps, évidemment, à ce changement dans la science que dans l'industrie. Simplement, quelques chiffres vont illustrer cette évolution. Les effectifs des scientifiques de par le monde, à partir du moment où on arrive à en avoir une estimation, à la fin, par exemple, du XIXe siècle, peuvent être évalués à environ 50 000. Aujourd'hui, ils sont entre 7 et 8 millions. Alors, pour le cas de la France, par exemple, on a environ 260 000 scientifiques et plus de 400 000 si on y inclut les personnels qui contribuent également à la science. Bon. Donc, nul doute, évidemment, que la manière d'envisager le temps d'activité dans la science, comme le statut d'emploi aussi, a profondément changé en un siècle. Pouvait-on envisager, il y a un siècle, les activités des savants, on les appelait les savants, dépendant entièrement d'un temps abstrait? On peut raisonnablement en douter. Par contre, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Si je prends mon premier critère, d'abord, la totalité de la population scientifique est salariée. L'extension du salariat a donc concerné la science également. Et dans ce cadre, mis à part quelques bénévoles, voilà, mais qui étaient salariés avant. Bon. Donc, dans ce cadre, à l'instar des autres salariés, le temps de travail fait l'objet d'une mesure. Mais on l'a vu avec les résultats de notre petite enquête et puis aussi les autres communications qui ont été proposées, le cadre de cette mesure de travail est en partie méconnu par les scientifiques. Comme si toutes les activités n'étaient pas mesurables, ou pour le moins difficilement mesurables. S'agissant de la seconde caractéristique, des travaux sociologiques récents ont bien montré comment l'accès obligé aux ressources budgétaires, sans lesquelles aucune activité scientifique n'est possible, influait sur les modes d'organisation du travail scientifique, en particulier sur la décomposition des tâches, sur l'introduction d'une mesure du temps abstrait de ces tâches et sur les recrutements aussi d'une main-d'œuvre scientifique exécutante et non pérenne. De même, une part de plus en plus conséquente des temps de travail sont dévolus, on l'a bien vu, à des tâches de gestion. Troisième caractéristique, même si, à ma connaissance, il n'existe pas de travaux en sciences sociales qui se soient intéressés au poids pris
par le travail mort sur le travail vivant dans la science. Plusieurs indices peuvent être avancés pour considérer que cette part du travail mort est de plus en plus conséquente et qu'elle vise, comme dans l'industrie, à faire croître la productivité des travailleurs scientifiques qui elle-même est désormais mesurée et évaluée. Dès lors, avec toutes les réserves qu'il y a lieu évidemment de faire quant à leurs différences, il n'en reste pas moins vrai que les trois tendances observées de l'évolution du rapport du temps abstrait à la dépense de travail dans l'industrie sont également présentes dans la science. Ceci, à mon avis, ne doit pas nous surprendre si nous convenons que nous sommes dans une période où la science est étroitement associée à la production des marchandises et que, dans ce cadre, elle doit subir des contraintes similaires quant à sa production par rapport au temps, c'est-à-dire à sa productivité, en ce cas, mesurée en termes de publication par unité de temps. Donc je m'appuierai par exemple sur un seul exemple des scientifiques qui ont répondu à notre petite enquête et qui fait d'une certaine manière écho aux trois caractéristiques que j'ai soulevées. Voilà ce qu'il dit, alors c'est un petit peu pêle-mêle, il dit « il y a une pression très forte pour beaucoup travailler ». Voilà, bon, c'est significatif évidemment de la productivité. Mettre l'informatique au service du fonctionnement réel des laboratoires et pas le contraire. Ça veut dire que voilà, il y a une injonction évidemment très forte, une contrainte très forte de l'organisation du travail pour que l'informatique soit au service d'autre chose que le fonctionnement réel des laboratoires. Trop de débordements, on l'a vu, du travail sur le temps personnel, compétition permanente entre le « je dois »,« il faut que »,« j'ai envie ». C'est rarement, dit-il, ou dit-elle, je ne sais plus, c'est rarement « j'ai envie » qui gagne. Les exigences, c'est noté également, je le lis, hein, les exigences de productivité scientifique se sont considérablement élevées depuis le début de ma carrière. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire si vous aviez la possibilité de le faire? Je pars à la retraite tout de suite. Je n'ai plus de responsabilité, j'adopte le rythme que je veux, je lis devant la cheminée, j'écris, je fais uniquement de la recherche qui me plaît, tout en ayant le temps de m'occuper de mon jardin et de bricoler dans ma maison. Bon. Alors, on constate aussi que cet état de fait n'est pas nécessairement évidemment accepté, c'est-à-dire cette présence de plus en plus importante du temps abstrait dans la science. Alors, j'avais eu l'occasion, ici, dans cette salle, dans un colloque précédent du Centre d'Alembert, il y a 2 ans, d'évoquer la question du travail dans la science. Et je soulignais l'existence de conflits parfois violents entre ce que l'on peut appeler le travail et précisément ce que Naville appelait le non-travail. Donc avec la définition qu'il en donnait. C'est-à-dire entre des activités subordonnées, quel que soit le subordonnant, correspondant à la présence justement du travail dans la science comme expression d'un certain rapport social et des activités libres. Le non-travail, ce sont les activités libres. Et j'avais également suggéré qu'au regard de ces activités passées et déjà bien lointaines, la science continuait à garder ce que j'appelle une mémoire du non-travail. C'est bien autour de ce conflit entre travail et non-travail que se structurent les représentations et les pratiques des scientifiques à l'heure actuelle quant au temps dans la science. Et pour revenir à mon point de départ, à savoir ce que Jasper, à la suite de von Humboldt, considérait être comme le principe régulateur de toute université, je le rappelle, c'est un droit de l'humanité en tant qu'humanité que la recherche de la vérité se poursuive quelque part sans contrainte. On peut raisonnablement considérer que cette revendication exprimée dans le « sans contrainte » aujourd'hui doit être pleinement associée à ce conflit existant entre travail et non-travail dans la science et dès lors à la tentative d'échapper à ce que Poston appelle la tyrannie du temps, expression concrète et quasiment universelle dans la société où nous vivons du rapport de production inféodé au temps abstrait. Voilà. Merci.
Bonjour, Denis Hulmeau. Donc moi je suis un physicien, donc peut-être j'ai un point de vue assez différent. Disons, j'entends ce que vous dites et il y a beaucoup d'informations, enfin historiques et sociologiques que j'ai retirées de votre discours. Je suis un peu surpris du mélange entre la partie où vous faites des jugements et la partie où vous donnez des informations dans votre discours, en fait. D'autant plus que, disons, en tant que membre du CNRS, vivant dans un laboratoire, j'ai l'impression que dans la société française et même dans la société au sens large, on dispose d'une liberté que j'ai l'impression on trouve très très peu ailleurs. Donc j'ai conscience de ce que vous racontez, qu'on est sous pression, mais souvent c'est une pression qui est largement interne. Donc je serais quand même, au-delà du jugement que vous portez, je serais intéressé de savoir quand même si on ne peut pas faire des comparaisons avec d'autres endroits et cette revendication que vous faites d'une liberté absolue. Bon, c'est vrai que tout le monde voudrait une liberté absolue, mais je ne sais pas, enfin, je ne suis pas sûr qu'on puisse la justifier autrement que par le fait que c'est mieux si tout le monde nous fout la paix, quoi. Donc voilà, lorsqu'on compare à la recherche qui était faite effectivement au XIXe siècle, qui était financée sous forme soit de grands bourgeois, soit d'aristocrates qui avaient du temps à perdre, hein, et qui concernait vraiment une toute petite minorité, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était infiniment mieux que la situation actuelle où une large partie de la population est financée par l'État et donc a des contraintes en échange du fait que ce n'est pas une fortune familiale. Donc voilà, c'est ce type de questionnement que j'ai. Oui. Alors, c'est bon là? Oui. Je pense qu'il y a plusieurs aspects, hein, si vous voulez, dans votre question. Alors, la première chose que je dirais, à moins que je le fait comprendre, ce qui est possible, je ne revendique absolument pas une liberté absolue dans la science, qui n'aurait pas de sens. Par contre, si l'on ramène donc le principe énoncé par Jasper et qui venait de von Humboldt, je crois que la question du sans contrainte, ce qu'ils appellent le sans contrainte, était certainement liée à l'époque, plutôt, vous voyez, au cours du XIXe siècle, je dirais, à d'autres sortes de pouvoirs que le pouvoir, par exemple, industriel ou le pouvoir marchand. Je pense en particulier au pouvoir religieux, par exemple. Voilà. Donc on a changé, on a certainement changé là de relation en quelque sorte à la contrainte. C'est-à-dire qu'une autre contrainte est apparue. Alors, vous évoquez que le CNR, dans le cadre du CNRS, on peut mener, alors, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a les deux à la fois. Il y a les deux à la fois. C'est-à-dire ce sentiment que l'on peut continuer quand même à mener des recherches libres, et puis en même temps aussi, et c'est présent, par exemple dans les réponses aux questionnaires, le fait que de plus en plus, on se sent prisonnier d'un champ de contraintes pour travailler. Je prendrai un exemple. Il y a de cela une bonne année, alors par quel circuit, je ne sais pas trop, un jeune scientifique du CNRS, mais qui n'est pas en région parisienne, m'avait contacté pour me demander si éventuellement j'étais partant, avec d'autres, pour mener une enquête sur les conditions de travail dans un grand institut de physique du CNRS. Bon, sur les conditions de travail, en particulier le temps de travail, etc. Bon, en fait, ce projet n'a pas vu le jour parce qu'il a été stoppé. Et il a été stoppé précisément par la DRH, enfin, la Direction des ressources humaines du CNRS. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, le regard, par exemple, que souhaitent porter les chercheurs eux-mêmes sur leurs propres conditions de travail, qui, à mon avis, sont liées, ce n'est pas tout, mais sont liées en grande partie à la question du temps, à cette tyrannie du temps. On l'a vu à travers maints exemples. Vous voyez,
faire ce type d'enquête, pouvoir révéler un certain nombre de choses, n'est pas forcément voyez, admis par comment dire, les directions de gestion quoi, hein, du CNRS. Donc c'est pas, voyez, c'est pas si simple que ça. Alors, est-ce que je fais un jugement? Est-ce que je fais est-ce que j'ai une activité de jugement quand je vous propose cette communication? Je dirais que je ramènerai ça plutôt à une question de point de vue. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai voulu essentiellement aller chercher, proposer un cadre explicatif à ce sentiment diffus que les scientifiques se sentent pris dans des champs de contraintes et que le temps était un élément essentiel, on pourrait dire, de cette contrainte. Voilà. Et donc, oui, je crois que l'on peut valablement considérer que les scientifiques sont également soumis, mais évidemment avec des singularités qui sont les leurs, sont soumis également au temps abstrait. Et donc à cette tyrannie du temps, mais qui est liée à des rapports sociaux. Alors, on va prendre juste 2 questions. Là, on en a 6 et on ne va pas tenir le temps. Je vais essayer d'être rapide et c'est peut-être un prolongement en fait. Dans le paysage scientifique, il se transforme aussi par rapport à d'autres acteurs qui arrivent et qui produisent des savoirs qui sont tout aussi intéressants. Je pense à la question des sciences participatives. Ma question très simple, c'est tout ce mouvement qui vient reposer la question de la place du scientifique par rapport à la société, qui n'est plus au-dessus et qui vient apporter une vérité. Comment il vient bouleverser cette question de nos temporalités en ce qu'il y a de la synchronisation, il y a des éléments qui se font, y compris avec ces acteurs-là. Oui, alors je ferai une réponse très rapide, hein, parce que il faudrait avoir un peu un recul empirique, par exemple, pour voir comment se conduisent, par exemple, des expérimentations en sciences participatives, hein, ce que je n'ai pas. Mais ce que je dirais quand même, comme cadre un petit peu général, la science a besoin de ressources pour travailler, dans tous les cas, qu'elles soient participatives ou non. Donc, où va-t-elle chercher ces ressources ? Y compris, vous voyez, par exemple, dans des programmes de sciences participatives. Donc, cette question de l'accès aux ressources conduit nécessairement à la question, on pourrait dire, évidemment, de la restitution des résultats, etc. Donc, l'investissement budgétaire qu'il y a eu. Voilà, comment les comptes rendus sont faits, dans quel type de temporalité, etc. Pour l'instant, je n'ai pas, mais peut-être qu'il y a des exemples qui démontreraient le contraire, mais pour l'instant, je ne crois pas que les recherches en sciences participatives se déroulent. Alors, je ne parle pas du point de vue de la production des savoirs, hein, mais du point de vue de la gestion même de la recherche et donc des temps de recherche, je ne pense pas que ça soit si différent que cela de la science dite classique, quoi, hein. Je ne crois pas. Oui, moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Denis Hulmeau. Il me semble que, moi, ce que j'ai entendu ce matin ou maintenant, c'est pas tellement en comparant le CNRS aujourd'hui avec les savants du 19e, mais comparer le CNRS aujourd'hui avec le CNRS il y a 30 ans. Et là, tous les processus qu'on a décrits dans toute cette journée, ils n'existaient pas ou très peu il y a 30 ans, et aujourd'hui, ils sont dominants. Je crois que ça, pour moi, c'est un fait d'expérience.
Oui, j'ai été très très intéressée par tout ce que tu as dit, j'ai trouvé ça très, très enrichissant, mais j'ai quand même un problème sur la dénomination travail et non-travail. J'ai commencé il y a même plus que 30 ans, en plein État-providence, dans lequel effectivement le temps n'avait pas d'importance. Ce qui avait de l'importance, c'est ce qu'on finissait par trouver, ce qu'on finissait par générer. Et j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait du non-travail à ce moment-là. Moi, j'ai vu progressivement arriver cette contrainte de temps avec, disons, avec le néolibéralisme, avec le tournant. Et j'ai pas eu l'impression que c'était plus du travail que ce que j'avais avant, mais c'était du travail contraint. Et effectivement, tout ce qu'on a fait pour tourner, pour tricher, pour essayer de supprimer cette contrainte du temps, y compris en racontant qu'on allait faire ce qu'on avait déjà fait, etc. Une grande partie de nos stratégies ont été pour contourner cette contrainte du temps. Donc je ne sais pas pourquoi utiliser ce terme non-travail plutôt que travail contraint et travail libre, ou en recherche non-travail, ça me gêne. Oui. Alors, je ne veux pas, comment dire, ouvrir un débat, en fait, sur deux notions qui hantent, on va dire, en particulier la sociologie du travail. C'est-à-dire, c'est quoi le travail et c'est quoi les activités. Bon. Donc, mon idée, c'est que une part importante de la sociologie du travail, en fait, organise, mais je ne le dis pas explicitement, mais organise implicitement une confusion entre les deux notions. Et que ça ne permet pas, justement, de comprendre les processus qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que si on ne comprend pas que le travail doit être saisi comme une notion historique, donc ancrée dans un rapport de production précis, bon, même s'il est évolutif, et donc que le travail, c'est d'abord et avant tout l'expression d'un rapport social qui contient évidemment de l'activité, hein, on fait quelque chose, mais on le fait dans certaines conditions, et en particulier lorsque l'on parle du travail, on parle dans notre société du travail salarié, et donc du travail dans le cadre d'une relation entre un subordonnant, quel qu'il soit, ou un salariant, quel qu'il soit, et un salarié. Donc il ne faut jamais oublier en quelque sorte que la question du travail est d'abord et avant tout une question de rapport social. Et donc, lorsque Naville évoquait la notion de non-travail, c'était justement pour éviter cette confusion entre travail et activité. C'est-à-dire qu'il disait que le non-travail, ce n'est pas de l'inactivité, puisque précisément l'inactivité, disait-il, c'est la mort. Voilà. Donc le non-travail, c'est précisément du domaine des activités libres. Et lorsque je sais qu'il y a par exemple dans la salle au moins un bénévole de la recherche, je me dis, il y a au moins, voyez, dans le travail de recherche, là actuellement, quelqu'un qui a des activités dans le cadre précisément du non-travail. Puisqu'il n'est plus subordonné à quoi que ce soit. Oui. Je vais peut-être être un peu provocateur. Je dis que si on applique le concept de temporalité à la production, de la production industrielle, oui, à celui de, je dirais, de la production des connaissances. A-t-on eu l'occasion, dans différents travaux de recherche, de mettre en évidence, je dirais, la caractéristique entrepreneuriale de la recherche fondamentale, pour mettre en évidence, d'une manière un peu caricaturale, la spécificité de la production des connaissances en termes de matières premières, en termes de procédés, en termes d'optimisation des procédés, en termes de produits finis et en termes de contrôle de qualité. Je veux dire que
qu'on le veuille ou non, enfin, c'est plus que l'impression, la réalité, c'est que la recherche fondamentale, hein, c'est pratiquement développée au CNRS par exemple, ou à l'INSERM, prend ce degré ou de force, prend cette dimension entrepreneuriale. Et moi j'entends rarement, mais sûrement mon information est insuffisante, de voir quels sont les travaux de réflexion, de recherche dans cette dimension, peut-être que j'exprime de manière un peu caricaturale. Non. Alors, en fait, il y a eu pas mal de travaux de recherche, notamment en sociologie, sur certainement une des disciplines scientifiques qui évoluait le plus de ce point de vue-là, en particulier les sciences du vivant. Bon. Autour notamment du développement des biotechnologies. Bon. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu des travaux, en particulier aux États-Unis, qui ont très bien montré, par exemple, l'impact très fort que pouvait avoir le Bayh-Doyle Act sur la production, par exemple, de connaissances dans certaines universités états-uniennes et la transformation quasiment, on pourrait dire, immédiate de cette production de connaissances en brevet. Hein. C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 ans, par exemple, dans les universités américaines, de mémoire, hein, je vous dis ça de mémoire, mais le nombre de brevets en 20 ans, hein, donc à l'origine du Bayh-Doyle Act, hein, qui a permis que les universités américaines puissent se breveter elles-mêmes, sur à peu près une vingtaine d'années, le facteur multiplicatif des brevets, ça a été 700. Excusez-moi, mais ça, vous parlez en termes de retombées. Moi, je parle en termes de processus, de la production en tant que telle. Oui, mais ce n'est pas une retombée, un brevet. Un brevet, c'est un choix, on pourrait dire, c'est un choix de livrable d'une connaissance. Donc les scientifiques, lorsqu'ils découvrent quelque chose, on leur demande de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de publier? Est-ce que ça vaut le coup de breveter? On leur demande. La loi sur l'innovation en 1999 vise quand même à développer l'esprit entrepreneurial dans le monde de la recherche. C'est une réalité. Voilà. Donc, si vous voulez, la question des catégories recherche fondamentale, recherche appliquée, etc., si vous voulez, alors, le domaine que je connais le plus, ce sont les sciences du vivant, mais c'est peut-être plus délicat au niveau comment dire, des sciences physiques, hein, c'est fort possible à saisir, parce qu'il y a des domaines de la science, évidemment, où ces questions-là ont beaucoup plus pénétré que dans d'autres domaines. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'uniforme, c'est quelque chose de lié précisément à la production de marchandises. Est-ce que l'on peut produire des marchandises à partir d'un certain nombre de connaissances? Après, la question recherche fondamentale ou recherche pure et recherche appliquée, les historiens des sciences ont montré que c'était une invention même du discours des scientifiques. Je voulais revenir sur ce que tu dis quand tu dis le temps mesure le travail. Oui. Dans ton exposé historique, en même temps, il y a eu toute une bataille autour de, justement, le temps n'a pas toujours mesuré le travail, il y a eu tout ce qui était la rémunération à la pièce. Oui. C'est-à-dire que ce qui était réellement livré, peu importe le temps qui était nécessaire pour le produire, qui donnait la rémunération. Et donc, la mesure du travail par le temps a été une bataille aussi des salariés pour échapper à cette contrainte, à cette surexploitation
dans la rémunération à la pièce. Et ce qui fait que d'un certain côté, ça a été un progrès du point de vue des travailleurs, et en même temps, du coup, ça a déplacé le conflit sur la productivité du travail dans le temps. Si on rémunère de la même façon une donnée fixe de temps, il faut arriver à extraire le maximum de productivité de ce temps fixe. Oui, oui, je suis parfaitement d'accord avec ton observation. J'ai d'ailleurs dit que cette introduction du temps abstrait était à la fois l'objet de conflits et d'accords, parce que précisément ça pouvait être un point de référence, en quelque sorte un juge de paix pour pouvoir réguler justement cet échange marchand entre la force de travail et évidemment les propriétaires des moyens de production. Hein. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Hein. Oui, le titre de ta communication, de quoi le temps est-il comptable dans la science, ça me fait penser aux réactions de collègues dans le questionnaire, dont on a parlé ce matin, qui nous avaient renversé la question, et à la question qu'on leur posait qui était est-ce que vous manquez de temps? Et leur réponse avait été la question n'est pas qu'on manque de temps, la question est qu'on nous en demande trop et on ne nous demande pas ce qu'est notre métier. Donc, par rapport à de quoi le temps est-il comptable, entre ce que les collègues disent être le cœur de leur métier, qu'ils soient chercheurs, enseignants-chercheurs, administratifs, etc., techniciens, donc entre le cœur de leur métier et le temps de travail, il y avait un décalage où une partie de leur temps pouvait être, alors là je vais être occupée par du non-travail au sens de ce qu'était leur mission de travail. Et ça, je pense que c'est un élément, je ne sais pas comment ça peut être intégré dans la mesure du temps, le temps abstrait, etc. Mais moi, c'est une des choses qui m'a le plus intéressée, je l'ai dit ce matin, dans ce qui nous a été renvoyé avec le questionnaire, ça a été la question que vous nous posez, réfléchissez, elle est peut-être simpliste par rapport à la façon dont il faudrait peut-être la poser. Oui. Ça renvoie au débat là, à différentes questions, ce que tu dis. Et à un point, justement, un point de contradiction fondamentale. Le point de contradiction fondamentale. C'est-à-dire que si l'on saisit le travail, non pas simplement, encore une fois, comme une série d'activités, mais un rapport social dans lequel s'inscrivent une série d'activités, en fait, cette expression que l'on reçoit dans les questionnaires est bien le fait que précisément ce qui est mis en évidence, c'est justement cette contrainte même du travail. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut évidemment rapporter, il faut renseigner. Alors, je dirais, comme l'avait suggéré Marx au milieu du XIXe siècle, d'une certaine manière, il faut que l'on informe, vous voyez, par le système d'information et d'automation, il faut que l'on informe le sujet automate qui nous domine. Voilà. Et c'est bien ça, précisément, l'expression du travail. Et donc, à l'intérieur de ce travail-là, oui, reste l'essentiel, hein, c'est-à-dire l'activité pour laquelle on voudrait précisément remplir tout son temps, c'est-à-dire cette activité libre, cette activité autonome. Merci encore Philippe.